Donc c'est ça, je vais vous parler de l'importance de prendre en compte le genre dans l'analyse des déterminants de l'incapacité prolongée au travail. Et je vais vous présenter, partager avec vous les résultats de notre étude, mais aussi un petit peu le processus de la recherche et les leçons qu'on a tirées de cet exercice. Il faut savoir qu'au Québec, les troubles musculo-squelettiques touchent un travailleur sur 5. C'est un problème de santé publique et qui est très important et qui occasionne des coûts majeurs aussi pour la CSST en termes d'indemnisation et pour la société en général. En particulier l'incapacité prolongée, c'est-à-dire les gens qui sont absents du travail pour plus de 3 mois, bien que ça touche que 10 à 20% des travailleurs indemnisés pour des troubles musculo-squelettiques. Ces travailleurs-là, ça engendre 70 à 80% des coûts en termes d'indemnisation. Et plus l'incapacité se prolonge, plus ces gens sont à risque de tomber en incapacité permanente, avec des répercussions sociales et des répercussions humaines qu'on peut imaginer en termes de détresse psychologique, de perte d'autonomie. Ça occasionne de la pression sur les familles et les proches. Et puis évidemment, il y a le problème de l'absentéisme et de la perte de productivité pour les employeurs. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on sait des différences hommes-femmes? Mais en fait, quand on a regardé la littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement rien. Il y a très peu d'études sur le genre et l'incapacité, des études épidémiologiques encore moins, et puis aucune ne concernait notre population, c'est-à-dire les gens en incapacité prolongée, en incapacité à long terme. Par contre, de façon plus générale, ce qu'on sait, c'est que les femmes sont un petit peu plus à risque d'entrer en incapacité de travail. Et au niveau de la durée d'incapacité et du retour au travail, on sait aussi que les femmes prennent un petit peu plus de temps pour retourner au travail que les hommes et retournent en des proportions un petit peu moins grandes. Par contre, il y a une étude qui a montré que si les hommes retournent plus vite au travail, ils font aussi plus de rechutes après être retournés, un peu comme si ils retournaient peut-être trop vite. Et du coup, leur retour au travail est moins durable. Maintenant, si on se pose la question de qu'est-ce qui se cache derrière ces différences, comment on peut expliquer ces différences en termes d'incapacité? D'abord, les hommes et les femmes ne sont pas exposés aux mêmes facteurs de risque physiques et psychosociaux au travail. Ils ont des distributions d'emplois différentes et même dans un même emploi, leurs tâches, leur autonomie décisionnelle, leur soutien social, tout ça, ce sont des choses qui peuvent varier entre les hommes et les femmes. D'autre part, l'effet de ces facteurs est différent aussi. Un même facteur de risque n'aura pas nécessairement le même effet sur une femme ou sur un homme, du fait des différences physiologiques, génétiques, psychologiques et sociales entre les deux. Un autre élément qu'on trouve dans la littérature, c'est le fait que les femmes et les hommes perçoivent différemment leurs lésions professionnelles et ont une propension différente à rapporter leurs lésions à leur employeur et à aller consulter un professionnel de la santé. En fait, les femmes ont plus tendance à en parler et à aller consulter rapidement, alors que les hommes auront plus tendance à retarder leur première visite avec un professionnel de la santé. Et enfin, un élément important, c'est l'idée de la double journée de travail, c'est-à-dire que les femmes ont un petit peu plus de temps partiel et travaillent un petit peu moins d'heures au travail, mais par contre, elles travaillent beaucoup plus d'heures à la maison. Et ça résulte en une fatigue extra-professionnelle plus grande. Et les études montrent aussi que le nombre de personnes à charge n'a pas le même effet chez les femmes et les hommes. Les personnes à charge vont aussi résulter en une fatigue plus grande pour les femmes que pour les hommes. Par contre, tout ce dont je viens de vous parler, en fait, ça provient d'études sur les risques de développer un trouble musculo-squelettique. Si on regarde les déterminants maintenant de la durée d'incapacité ou de la durée d'incapacité prolongée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une personne retourne ou non au travail et de façon plus ou moins rapide, mais là-dessus, il y a vraiment pas grand-chose, voire rien du tout dans la littérature. Donc, il y a vraiment, encore une fois, un grand besoin d'études sur ce sujet-là.
Et c'est ce qu'on a fait dans notre étude. Alors l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'influence selon le genre de différents facteurs psychosociaux, physiques et organisationnels sur le retour au travail. Et on a utilisé pour ça des données qui avaient été récoltées sur 5 ans dans une cohorte de travailleurs en incapacité à long terme. Donc, autrement, la question ici, c'était une fois que le travailleur rentre en incapacité prolongée, quels facteurs influencent sa durée d'incapacité, son retour au travail et quels facteurs sont spécifiques aux hommes et aux femmes. Ce qu'on voulait faire dans cette étude, c'était d'aller au-delà de simplement intégrer le sexe dans les analyses standards, comme ça se fait souvent dans les études épidémiologiques, on rentre le sexe comme une variable de confusion. Ici, on voulait creuser un peu plus loin, donc on a adopté une perspective de genre qui est définie par cet auteur, Artaco, comme une approche qui tente de comprendre les relations complexes entre le sexe, les facteurs liés au travail et les facteurs liés aux circonstances sociales, donc rôles familiaux, statut d'emploi et classe sociale. Et donc, au-delà des différences biologiques, on considère que le genre est vraiment enraciné dans l'expérience que les travailleurs font de leur incapacité et dans la façon dont ils vivent leur incapacité au travail. Donc on disposait d'un échantillon de 455 adultes en incapacité à long terme pour des troubles musculo-squelettiques liés au travail. Et on avait des données qui étaient issues en fait d'une autre étude, c'est le groupe témoin d'une autre étude qu'on a utilisée. On avait à la fois des données administratives de la CSST et des données qu'on a récoltées environ tous les 6 mois pendant 5 ans par des entretiens téléphoniques. Et on avait des variables sociodémographiques, des informations sur leur travail, la lésion, le statut fonctionnel, l'historique médical et d'indemnisation, quelques facteurs psychosociaux, des données sur les coûts et encore d'autres variables. Et la variable dépendante, ici, la variable qu'on regardait en particulier, c'était la durée jusqu'à un premier retour au travail partiel ou complet. Et c'est important de souligner ici qu'on parle bien du retour au travail et pas de la fin des indemnisations, parce que en fait, plus le temps passe, moins les données d'indemnisation sont un bon proxy du retour au travail. Après quelques années, il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'être indemnisés pour tout un tas de raisons, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont retournés au travail. Ici, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on a fait des analyses de survie et on a construit des modèles multivariés. Puis, plutôt que de faire un modèle commun aux hommes et aux femmes, on a décidé de faire un modèle pour les hommes et un modèle pour les femmes, c'est-à-dire de stratifier par la variable homme-femme. Alors, la première chose qu'on a regardée, c'est les courbes de survie du temps jusqu'au retour au travail, jusqu'à une première tentative de retour au travail pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous voyez qu'au départ, vous voyez que ça va de 0 à 5 ans. Au départ, à 3 mois, tout notre échantillon était en incapacité de travail. Puis au fur et à mesure que la courbe baisse, c'est que des travailleurs sont retournés au travail. En rouge, vous avez les femmes et en bleu, les hommes. Donc la première chose qu'on voit, c'est que la trajectoire des hommes et des femmes est quand même assez similaire. En fait, la différence entre les deux courbes n'était pas statistiquement significative. Et on voit qu'ils retournent quand même, les femmes retournent un petit peu moins vite que les hommes, mais pas de beaucoup. La deuxième chose qu'on voit, c'est que ces gens qui sont en incapacité prolongée, c'est-à-dire qui sont en incapacité à 3 mois, c'est une population très vulnérable. Vous voyez que même à 2 ans, encore, c'est là où il y a la flèche rouge, encore 40% de notre échantillon n'avaient fait aucune tentative de retour au travail, 2 ans après leur accident. Mais par contre, je vous dirais que ça vaut la peine de continuer, de ne pas perdre espoir en ces gens-là, de continuer à les aider à retourner au travail et à les soutenir, puisque vous voyez que même 3, 4, 5 ans après l'accident, la courbe continue de diminuer. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui font leur premier retour au travail, même après toutes ces années. Quand on a fait donc maintenant les modèles pour essayer de chercher quelles variables influencent le retour au travail des hommes et des femmes, on s'est rendu compte qu'effectivement, la combinaison des déterminants qui influencent le retour au travail diffère entre les hommes et les femmes. Il y a des déterminants qui étaient spécifiques aux femmes, d'autres spécifiques aux hommes. Il y a des déterminants qui étaient communs aux hommes et des femmes, mais qui les influençaient différemment. Et puis, il y a des déterminants qui étaient similaires.
Alors, un déterminant qui était spécifique aux hommes, qui est ressorti uniquement donc, dans le modèle des hommes, c'est la précarité d'emploi. Ici, la précarité d'emploi, on l'avait mesurée avec 5 variables. Avoir moins d'1 an d'expérience dans le travail, moins d'1 an de seniorité, être non syndiqué, avoir une entreprise, une plus petite entreprise de moins de 100 employés et avoir un contrat de travail temporaire. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fois qu'on ajoutait un facteur additionnel parmi ces 5 facteurs, ça diminuait la probabilité de retour au travail des hommes de 17% sur 5 ans. 2 déterminants qui étaient spécifiques aux femmes. Le premier, c'est l'information. En fait, être au courant de l'existence d'un programme de santé et sécurité au travail, sur le lieu de travail, ça augmentait les chances des femmes de retourner au travail. Et le revenu, ça semblait aussi être davantage un incitatif pour les femmes, puisque chaque 10 000 $ additionnels augmentait leur chance de retour au travail de 22% sur 5 ans. Donc, en fait, plus les femmes gagnent dans leur emploi, plus vite elles vont retourner au travail. Au niveau des déterminants qui affectaient les hommes et les femmes, mais différemment, il y avait l'âge. L'âge affecte les femmes tout au long de leur carrière. On voit que chaque augmentation d'âge diminue les chances des femmes de retourner au travail, alors que chez les hommes, c'était dans le groupe le plus proche de la retraite que cette variable avait une influence. Donc les 55 ans et plus avaient une chance, une probabilité diminuée de retourner au travail. Un autre facteur ici sont des interactions qu'on a testées et on a remarqué que la charge de travail influençait autant les femmes que les hommes, mais de façon différente. Donc chez les femmes, ce qui ressortait, c'était travailler plus de 40 heures par semaine et avoir des personnes à charge, alors que, et donc ça diminuait de beaucoup leur chance de retour au travail. Chez les hommes, les chances étaient diminuées chez les hommes qui travaillaient plus de 40 heures par semaine et qui avaient une charge de travail physique importante. Ici, c'est en fait leur perception de la charge physique. Et enfin, le seul déterminant finalement qui affectait les hommes et les femmes de la même façon, c'était la perception du statut socio-économique. On a demandé aux gens s'ils se percevaient comme, s'ils percevaient leur situation socio-économique comme pauvre, suffisante ou bonne par rapport aux gens de leur âge. Et quand ils se considéraient comme pauvres, ça diminuait leur chance de retour au travail de 30% sur 5 ans. Donc en conclusion, ça a été vraiment une expérience très riche d'enseignement. Je pense que tous les chercheurs qui ont été impliqués ont appris quelque chose. Ça a changé la façon dont on pense au genre, ça a changé l'importance pour nous d'intégrer le genre et la façon d'intégrer le genre dans nos recherches. Et j'espère vous avoir convaincu que étudier le genre et l'incapacité, c'est important. C'est important parce qu'il y a peu d'études sur le genre et l'incapacité au travail. Et il y a peu d'études qui ont été menées avec des stratégies d'analyse suffisamment sensibles pour aller détecter ces effets de genre. Non seulement c'est important, mais c'est intéressant. Ici, on décrit pour la première fois la durée d'absence par genre dans une population en incapacité à long terme. Et on a confirmé que certains des déterminants de l'incapacité prolongée au travail diffèrent entre les hommes et les femmes. Et enfin, étudier le genre, c'est intelligent, puisque si on veut mieux prévenir l'incapacité au travail et construire des interventions de retour au travail qui sont efficaces, il faut d'abord reconnaître que les gens diffèrent. Les gens diffèrent selon leur sexe, les gens diffèrent selon leur genre, les gens diffèrent selon leur âge et selon une variété d'autres facteurs. Et le genre, c'est un aspect important de cette complexité de l'incapacité au travail. Et puis, c'est à partir du moment où on reconnaît ça, qu'on peut adapter une partie des efforts de prévention de l'incapacité au travail aux besoins et aux obstacles spécifiques des hommes et des femmes. Et en termes de prévention secondaire, ça permet d'identifier les groupes les plus à risque d'incapacité prolongée et de mieux comprendre leurs différentes trajectoires individuelles de retour au travail. Et donc, en prenant conscience et en reconnaissant les différences et les similitudes entre les hommes et les femmes, c'est là que ça permet d'entamer une discussion sur la façon d'en tenir compte et sur la nécessité d'en tenir compte dans notre gestion de l'incapacité au travail pour que nos efforts soient vraiment placés au bon endroit et à y rejoindre les besoins spécifiques de chacun. Merci infiniment de m'avoir écouté.